Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à DxO Photolab. Alors vous êtes particulièrement nombreux ce soir, hein, on est plus de 360 personnes et je m'en réjouis fortement. Je voudrais tout d'abord renouveler mes excuses et celles de DxO par rapport au loupé de la semaine précédente, hein, puisqu'on a dû annuler le webinaire au début de sa diffusion. Alors le problème était en fait très simple, c'est que entre-temps, j'avais changé d'ordinateur et je suis passé sous le dernier macOS, donc macOS 11, et pas de chance, le service de webinaire n'est pas encore à jour pour ce système d'exploitation. C'est tout simplement pour ça que ça n'a pas marché. Donc là, je suis revenu à mon ancien ordinateur avec la version précédente de macOS et donc là, tout fonctionne. Donc voilà pour les explications par rapport à la semaine dernière et vraiment, je vous remercie de votre patience et je vous remercie d'être tous revenus ce soir. Alors, je me présente d'abord, je m'appelle Gilles Théophile, je suis rédacteur, formateur, traducteur et photographe indépendant. Je réside dans le sud-ouest, dans le Médoc, à Pauillac, très exactement. Et je collabore avec DxO depuis maintenant 8 ou 9 ans. Et je suis notamment le rédacteur des guides utilisateurs donc de Photolab et également de Viewpoint, de Finpack quand il y a des mises à jour, et également de la Nick Collection qui appartient, qui a été rachetée par DxO et qui poursuit également son évolution. Alors, DxO, c'est quoi? C'est une entreprise française donc qui s'est d'abord fait connaître dans son expertise en termes de correction optique logicielle. Et un jour, cette entreprise a eu l'idée de sortir un programme qui s'appelle DxO Optics Pro et a développé des technologies qui sont réputées maintenant dans le monde du logiciel photo. Donc, il y a la correction optique, comme je vous l'ai dit. Il y a également la réduction du bruit avec notamment des évolutions spectaculaires avec la version 4 de Photolab et la technologie Deep Prime qu'on reverra à l'œuvre ce soir et qui repose sur l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones. Alors ça fait toujours un petit peu peur aux gens, ça, mais en fait, ça a également d'excellents côtés, comme vous aurez l'occasion de le voir. Alors comme toujours dans ces sessions de webinaire, je suis obligé de tenir compte du fait qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le logiciel, d'autres qui ont déjà pas mal d'expérience dessus. Donc vous me pardonnerez si je répète des choses un petit peu basiques, hein, ça fait partie un petit peu du principe. Donc cette session est enregistrée. Donc si jamais vous avez des problèmes si vous avez des problèmes de connexion, si vous n'arrivez pas à suivre vraiment le webinaire dans les meilleures conditions possibles, sachez que celui-ci est enregistré et sauf incident technique évidemment, et bien l'intégralité de ce webinaire sera postée sur le site de la DxO Academy et vous pourrez retrouver tout ce qu'on va aborder ce soir, bien évidemment. Je vais également, le dernier quart d'heure de ce webinaire, je prendrai vos questions, hein, je n'y répondrai pas avant, donc posez vos questions dans l'interface des questions, je passerai ça en revue et je tâcherai de vous répondre au maximum dans la limite de mes connaissances, bien évidemment. Je sais qu'il y a toujours des questions sur le futur de Photolab, sur tout un tas de choses. Il y a des questions auxquelles je peux répondre et d'autres non, tout simplement parce que je ne suis pas au courant ou alors parce que il y a également des clauses de confidentialité qui font que je ne peux pas toujours parler du futur ou des outils futurs. Mais en tout cas, sachez que l'année 2021 sera une année riche en ce qui concerne les logiciels proposés par DxO, riche en actualité. Alors, DxO Photolab que vous voyez ici à l'écran, c'est quoi? C'est un logiciel de traitement d'images, donc qui se base essentiellement sur le traitement de fichiers RAW et qui présente un certain nombre de particularités. Donc là, je récapitule un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas le logiciel. Lorsque vous ouvrez des fichiers RAW dans DxO Photolab, celui-ci va
appliquer automatiquement une série de corrections. Tout d'abord, il va appliquer ce qu'on appelle un pré-réglage standard, donc un pré-réglage DxO standard, qui va tout simplement essayer de conserver le rendu de l'appareil photo, du fabricant de l'appareil photo, mais va également corriger l'exposition, va prendre en compte la balance des blancs de l'appareil et va également réduire le bruit en détectant tout simplement la sensibilité ISO dans les métadonnées des images. Ensuite, ce qu'on va voir un petit peu après, l'application de modules optiques qui vont permettre de corriger les défauts de vos objectifs, à savoir l'assombrissement des bords, c'est-à-dire le vignettage, la distorsion, également les déformations des droites que vous pouvez voir dans certaines photos, et vous avez également une optimisation du piqué. Tout ça est appliqué automatiquement par détection toujours des informations du matériel de prise de vue, et la particularité de DxO Photolab par rapport à d'autres logiciels comme Lightroom Camera Raw, puisque on va en reparler la semaine prochaine dans la présentation du flux de travail avec Lightroom notamment, c'est que DxO Photolab lui tient toujours compte du couple boîtier-objectif, ce qui n'est pas le cas côté Adobe qui tient compte simplement de la taille du capteur, la taille du modèle du capteur et évidemment de l'objectif. Alors tout ça, on va le voir un petit peu plus en détail un peu plus tard. Récemment, il y a eu une mise à jour 4.1 de DxO Photolab qui apporte notamment quelque chose de très pratique avec l'outil TSL et la DxO Color Wheel. Ça sera d'ailleurs le premier sujet qu'on va aborder ce soir. Et ceux qui sont sur PC sous Windows ont déjà eu une mise à jour 4.1.1 qui intègre un certain nombre de corrections de bugs, mais également une clarification au niveau du texte qui apparaît dans l'outil TSL, comment afficher le masque de l'outil TSL, qui est une nouveauté donc de la version 4.1, et c'est pour moi un outil qui est extrêmement important, qui est essentiel et qui manquait vraiment au TSL, à la Color Wheel, et dorénavant ce masque est là, on va le voir à l'œuvre dans quelques secondes. Sachez que la version 4.1 apporte également le support d'un certain nombre de boîtiers comme les Panasonic S1H, les Nikon Z6 II ou le Nikon Z6 II, Sony A7S III, A7C et également pour les dronistes que je salue au passage, le Mavic Air 2. Voilà donc en gros pour les nouveautés de cette version 4.1 qui sera la dernière mise à jour de l'année 2020. Si je ne compte pas la petite mise à jour de maintenance 4.1.1 qui est disponible sur PC et qui va débouler sur Mac peut-être aujourd'hui encore, en tout cas d'ici la fin de la semaine, et c'est d'ailleurs la version que je vous montre, mais il n'y a pas de nouveaux outils dans cette version 4.1.1. Alors, nous allons passer donc à cette histoire de masque TSL, et pour cela, je vais tout simplement aller dans un projet. Vous voyez ici à gauche, je suis dans l'onglet Photothèque, et donc l'onglet Photothèque, lui, vous permet tout simplement de gérer vos images. Alors, il n'y a pas d'outil d'importation, il n'y a pas de catalogue à proprement parler pour la gestion des images. En fait, c'est un super explorateur de fichiers, mais vous avez quand même quelques caractéristiques, notamment la possibilité de créer des projets. C'est tout simplement des dossiers virtuels qui vous permettent de rajouter des images en fonction de votre flux de travail, et je vais en profiter pour vous le montrer, puisque ce soir on va parler un petit peu de tout. Par exemple, pour créer un projet, eh bien vous allez dans votre explorateur de fichiers qui se trouve juste en dessous. Donc là, on voit le contenu du dossier qui est sélectionné ici dans l'explorateur de source. Donc ce dossier webinaire DxO Photolab 4.1. Donc le contenu est affiché ici sous forme de vignette. Vous savez que vous pouvez détacher cet explorateur de fichiers avec le plus simple, c'est le raccourci clavier CTRL U sur PC ou commande U sur Mac. Et vous voyez donc mon explorateur de fichiers qui est parti sur mon autre écran et que je ramène ici. Donc, vous voyez, ça, vous pouvez le placer sur un autre écran, et c'est très pratique comme ça pour gagner de la place. Mais là, ce soir, je vais quand même l'amarrer de nouveau à mon DxO Photolab, donc toujours avec le même raccourci,
CTRL plus U pour PC et commande U pour Mac. Alors, pour créer un projet, eh bien, vous prenez tout simplement une série d'images. Par exemple, j'aimerais créer un projet photo de drone, par exemple. Alors, je sélectionne tout simplement les images concernées comme ceci. Donc là, je vais prendre quatre photos. Voilà. Et ensuite, je fais un clic droit et dans le menu contextuel, je vais tout simplement sélectionner, créer un projet à partir de la sélection courante comme ceci. J'ai une petite boîte de dialogue qui s'affiche et là, je vais pouvoir nommer mon projet. Alors, je mets toujours un numéro de séquence devant. C'est pratique pour travailler dans le bon ordre, hein, parce que sinon, ça s'affiche par ordre alphabétique. Et donc, si vous avez des dizaines et des dizaines de projets, c'est peut-être plus facile effectivement d'utiliser une séquence. Donc, je vais appeler ça photo de drone comme ceci, voilà, et je valide. Et donc, vous voyez mon projet qui est créé. Et ce qui est bien avec les projets, contrairement au dossier, c'est qu'une image peut faire partie de plusieurs projets. Pardon. Vous voyez ici, si je prends cette photo ici qui est un petit peu sombre et que je la glisse dans ambiance sombre comme ceci, vous voyez, donc on est passé de 7 à 8. Vous voyez, je clique sur le projet ambiance sombre et on voit l'image là que je viens de rajouter tout simplement à ce projet. Donc vous avez beaucoup plus de souplesse de travail grâce au projet et je ne peux que vous recommander de travailler de cette manière-là. Utilisez les dossiers essentiellement pour stocker, ranger vos images. Alors, on va maintenant revenir un petit peu à nos moutons. Je passe dans l'onglet personnalisé. Donc l'onglet personnalisé, c'est tout simplement l'endroit où vous allez traiter vos images. Alors ceux qui ne connaissent pas le logiciel peuvent voir qu'on a deux volets qui sont escamotables en cliquant ici. Vous voyez sur le petit point qui se trouve sur le bord du volet. Vous pouvez voir le histogramme qui est calé dorénavant en haut à gauche depuis Photolab 4 hein, par défaut. Vous avez une palette qui vous permet de vous déplacer dans l'image quand vous zoomez dedans. Vous voyez par exemple ici, si je zoome à 100%, on a un petit pavé là qui apparaît dans la fenêtre à gauche et si je le saisis, vous voyez, je peux me déplacer dans ma photo de cette manière. En dessous, vous avez les métadonnées, vous avez également l'historique de traitement des images, qui est également une nouveauté de la version 4.0 de Photolab. Et juste en dessous, vous avez la gestion des pré-réglages qui auparavant s'appelait autoréglage. D'ailleurs, la terminologie a changé. Et à droite, vous avez tous les outils de correction des images. Et vous pouvez noter que si vous avez les logiciels Viewpoint, donc qui permet notamment de redresser la perspective, et FinPack, qui est un logiciel d'effet, notamment d'effets argentiques, eh bien, les palettes apparaissent automatiquement dans l'interface de DxO Photolab. Sinon, vous avez tous les outils qui sont classés ici par catégorie. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de travailler sur la couleur. Donc, je clique sur la barre de titre de la palette couleur comme ceci et j'ai déjà ouvert ma sous-palette TSL. Alors le TSL c'est quoi? C'est tout simplement l'outil de correction teinte, saturation, luminance qui permet tout simplement de modifier les couleurs de manière sélective. Alors petit rappel de l'outil TSL et de la DxO Color Wheel qui sont apparus il y a un an dans DxO Photolab avec la version 3. Eh bien, vous allez d'abord sélectionner un canal de couleur. Vous voyez, par exemple, ici, j'aimerais travailler sur l'eau, ici, donc, qui a une teinte brune, comme ceci. Donc, c'est du jaune orangé. Donc, je peux cliquer de cette manière sur le canal orange, comme ceci. On peut voir dans la Color Wheel une plage qui est sélectionnée, qui va du jaune à l'orange. Et cette plage eh bien, me permet d'agir sur la couleur de différentes manières. Tout d'abord, avec les petits points qui se trouvent ici à l'extérieur, je peux agir sur les transitions. Vous
voyez, donc si j'étends ici ma plage, vous pouvez voir la couronne extérieure, les extrémités qui deviennent dégradées comme ceci, alors qu'elles étaient bien droites avant. C'est tout simplement, on adoucit la transition en fait vers les couleurs adjacentes. Et en bas, les deux poignées qui se trouvent permettent tout simplement d'étendre la plage de couleurs, la plage de couleurs sur laquelle on veut travailler. Vous voyez, si je veux simplement modifier la couleur de l'eau ici, je vais prendre la poignée extérieure ici, et si je me déplace vers le bas, eh bien, je vais vers les rouges magenta, et dans l'autre sens, je vais plutôt vers le vert, justement. Voilà. Donc, alors, ça, c'est juste un petit rappel. Vous savez maintenant que vous avez une pipette qui permet également de sélectionner une couleur de façon plus précise. Donc, vous sélectionnez d'abord le canal général sur lequel vous allez travailler. Vous prenez votre pipette, vous cliquez dessus, vous passez dans l'image. Et lorsque vous activez la pipette, vous pouvez voir en bas, vous avez un curseur rayon qui permet d'ajuster le diamètre de prélèvement en fait en nombre de pixels, donc 50 pixels pour prélever les couleurs. Et vous voyez ce petit cercle au bout de la pipette qui se promène ici à l'écran. Et vous voyez également mon canal orange qui est sélectionné dans la barre d'outils qui se trouve en bas. Et si vous êtes sur PC, c'est légèrement différent en fait parce que vous n'avez pas ce petit carré coloré. Vous avez une petite pastille colorée qui accompagne la pipette dans ses déplacements. Voilà, mais sinon le principe de fonctionnement est exactement le même. Alors je vais tout simplement cliquer ici dans l'eau et regardez ce qui se passe à droite au niveau de la DxO Color Wheel, donc la roue de couleur DxO. Vous voyez donc j'ai ma plage dans les jaunes orange qui a changé tout simplement parce que ça repose sur l'analyse que j'ai pu faire ici. Donc vous voyez, si je vais ailleurs dans une autre couleur complètement différente, regardez, je vais cliquer dans du bleu. Vous voyez, donc ma plage de couleurs eh bien, se déplace à l'opposé ici et on voit que le canal bleu est activé et qu'il a même été modifié puisqu'il y a un petit point blanc juste en dessous. Donc voilà pour, alors je vais revenir dans la couleur de l'eau comme ceci et à partir de là, eh bien, vous pouvez tout simplement modifier la couleur comme je vous l'ai présenté auparavant. Vous pouvez également agir sur la saturation. Alors j'exagère toujours un petit peu mes réglages, hein. Ceux qui ont l'habitude de me suivre le savent. Vous voyez, vers la droite comme ça, je pousse la saturation et vers la gauche, j'ai plutôt tendance à supprimer la couleur. Et vous voyez, je vais complètement supprimer la couleur orange et vous voyez, ça n'affecte pas le reste de l'image. Le bateau avec ses bords bleus reste bien bleu. Il y a juste le ponton donc en bois dont les couleurs évidemment vont dans la plage des oranges qui va être affecté, mais le vert de la végétation ici, lui, n'est pas affecté. Et vous avez également la possibilité d'ajuster la luminosité et également l'uniformité, voilà, je vais y arriver, des couleurs. Mais il y a moyen maintenant de travailler de façon encore plus précise, et plus particulièrement depuis DxO Photolab 4.1, on a la possibilité d'afficher le masque qui correspond aux couleurs. Alors comment cela fonctionne-t-il? Parce que c'est quand même caché. Si vous n'avez pas la curiosité de cliquer sur le petit point d'interrogation qui se trouve ici en bas à droite, hein, vous ne verrez pas, ces informations qui décrivent tout simplement les différents outils. Et là, on voit plage couleur et on a quelque chose, maintenir la touche commande. Qu'est-ce que c'est que cette touche commande? À quoi va-t-elle nous servir? Alors, c'est la touche commande sur Mac et sur PC, c'est la touche contrôle. Alors, beaucoup de gens ont tâtonné au début, ont essayé de prendre les curseurs ici, saturation, en appuyant sur la touche commande ou contrôle, vous voyez, et puis on voit rien de différent. À quoi ça sert? Eh bien, en fait, en réalité, il faut aller dans la DxO Color Wheel, dans la plage de couleurs qui est sélectionnée, que vous avez sélectionnée, soit avec les pastilles des canaux qui se trouvent en haut, des canaux de couleurs, soit en ayant fait une sélection avec la pipette. Et là, regardez, vous appuyez sur la touche commande ou contrôle, vous la maintenez enfoncée, vous placez le pointeur de la souris dans la plage ici de la roue TSL et regardez maintenant à l'image qui va se passer. Maintenant, vous cliquez avec la souris, donc vous maintenez le clic enfoncé, regardez. Vous voyez, tout ce qui n'est pas dans la plage de couleurs
indiqué par la color wheel devient monochrome, devient gris à l'écran. Regardez les bords du bateau, regardez les équipements de secours qui sont sur le toit de la cabine, qui sont rouges, voyez, et regardez la végétation. Alors dans la végétation, vous distinguez toujours un petit peu de jaune parce qu'il y a forcément des transitions dans les verts et dans les jaunes ici. Et donc là, on ne voit que la plage de couleur sur laquelle on va travailler. Et si on veut être encore un peu plus précis, moi par exemple, je ne veux pas affecter la couleur de la végétation, donc je vais tout simplement réduire la plage grâce à ce masque. En fait, je vais tout simplement prendre le point qui se trouve ici à l'intérieur de la roue et je vais réduire un peu la plage et je vais prendre également tout ce qui concerne les transitions, vous voyez, donc pour avoir des transitions plus abruptes et petit à petit, vous voyez, je n'agis plus sur certaines parties de la végétation. Vous voyez, je rappuie sur la touche commande ou contrôle et je clique dans la plage de couleurs. Et là, maintenant, vous pouvez voir exactement à quel endroit vous allez travailler. À l'inverse, si je veux prendre en compte les parties rouges, notamment les équipements de sécurité là sur la cabine, alors il faudra faire l'inverse. Il faudra certainement étendre la plage. Alors je vais un petit peu exagérer, comme ceci. Au niveau de transition, pareil. Et on va voir ce que ça donne. Maintenant, je vais cliquer dedans. Donc, j'appuie sur commande contrôle que je maintiens enfoncé. Je clique et vous voyez, et là, on voit les parties rouges, donc la bouée de sauvetage et la grosse boîte rouge sur le toit sont bien présents, alors qu'avant, ils étaient également en gris. Vous voyez, si je reviens en arrière, donc je reviens plus vers les oranges, regardez, je clique en appuyant sur commande contrôle et vous voyez la bouée et la grosse boîte ne sont plus pris en compte. Donc c'est une méthode vraiment très efficace et qui franchement moi je trouve que ça manquait. Alors je savais que ça allait venir dans DxO Photolab, c'est enfin là. Alors profitez-en pour l'utiliser pour travailler avec encore plus de précision en ce qui concerne la correction des couleurs avec l'outil TSL et la DxO Color Wheel. Alors une dernière chose pour ceux qui ne connaissent pas l'outil, il y a une petite astuce aussi à comprendre, c'est que l'utilisation en fait de la DxO Color Wheel se fait de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'intérieur, ça représente tout simplement la couleur source, donc la plage de couleur ici qui est sélectionnée, et la couronne extérieure avec sa poignée extérieure, c'est la couleur cible. Donc si vous voulez transformer complètement la couleur des eaux ici, si je veux du rouge, eh bien je vais agir sur la roue extérieure, c'est-à-dire sur la couleur cible. Et pour moi, la couleur cible, ça doit être du rouge, par exemple, vous voyez, ou du magenta, comme ceci. Donc voilà pour modifier la couleur. Et vous pouvez voir, à part certaines parties jaune-orangées dans la végétation, que le vert, lui, n'est pas affecté, bien évidemment, puisqu'on ne travaille pas du tout sur cette plage de couleurs. Donc il y a une sélectivité extrêmement précise de l'outil. Et pour tout remettre à zéro, eh bien, on appuie sur la flèche courbe ici. Vous voyez, on remet tout à zéro, l'image revient normalement. Donc voilà pour ce masque qui permet d'afficher les couleurs sur lesquelles on va travailler. Donc on appuie donc sur commande et contrôle et on clique dans la DxO Color Wheel comme ceci, et là on masque les couleurs et évidemment tout ça, ça va dépendre également des réglages de plage que vous avez ici. J'espère que c'est clair pour vous. C'est un outil qu'il faut savoir appréhender, bien sûr, hein, mais il n'y a pas de secret de toute façon pour maîtriser ce genre d'outil. Eh bien, il faut pas hésiter à l'utiliser, à travailler, à faire des essais. C'est du traitement non destructif, donc vos images ne risquent évidemment absolument rien. Et puis de toute façon, vous pouvez même créer des copies virtuelles de vos images, créer des versions de vos images pour faire des essais, comparer. Alors, vous allez me dire, les copies virtuelles, c'est quoi? Eh bien, je vais vous en faire une copie virtuelle. Vous voyez, je fais clic droit sur ma vignette ici,
Et dans le menu contextuel, je sélectionne créer une copie virtuelle comme ceci. Donc l'image ici est dupliquée. Le master est indiqué par le petit M qui se trouve en bas à gauche. Vous voyez, master, image de référence. Et ici, on a l'image, la copie virtuelle numéro 1. Alors les fichiers gardent exactement le même nom. Et sachez qu'une copie virtuelle, pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il ne s'agit pas d'une image physique, il ne s'agit pas d'une image qui est dupliquée, c'est tout simplement un jeu d'instructions qui est enregistré dans la base de données de DxO Photolab, et vous pouvez ainsi faire du versionning. Par exemple, dans ma copie virtuelle, j'aimerais que l'eau soit rouge. Eh bien, donc après avoir sélectionné la bonne plage de couleur, évidemment, vous voyez, je prends ma poignée. Alors là, c'est pas l'eau qui est rouge. Alors attendez, je vais remettre à 0. Voilà, je vais prendre ma petite pipette, je vais resélectionner mon image et je vais déplacer la poignée extérieure. Voilà, donc ici, on a la version avec l'eau rouge et j'aimerais bien une autre version avec l'eau bleue ou verte, peu importe. Donc, clic droit, je peux créer autant de copies virtuelles que souhaité. Donc, vous voyez, donc la deuxième copie virtuelle porte le numéro 2. Elle reprend exactement les couleurs, les réglages de l'image source, donc celle qui me sert de point de départ pour créer une copie virtuelle. Alors ça peut très bien être le master, mais je peux également partir d'une copie virtuelle, comme c'est le cas ici, et comme on est dans du traitement non destructif, bien évidemment, je vais pouvoir appliquer un réglage totalement différent à cette image et m'amuser comme ceci. Voilà, donc vous aviez vu les projets juste avant, vous avez également les copies virtuelles, donc c'est vraiment très important pour se faciliter le flux de travail. Alors, nous allons maintenant revenir à ces histoires de modules optiques. Alors, je vous ai dit au début de la présentation que les modules optiques donc corrigeaient les défauts des objectifs en se basant sur le couple boîtier-objectif, et DxO a déjà créé plus de 65 000 couples boîtier-objectif. Donc à part certains matériels très exotiques, il y a peu de chances, si vous avez un appareil récent, que celui-ci ne soit pas pris en charge par DxO Photolab. Alors, lorsque vous utilisez DxO Photolab pour la première fois, alors je vais simplement changer de source là, je vais aller sur mon dossier webinaire. Quand vous ouvrez des images comme ça qui n'ont pas encore de module optique, vous avez cette fenêtre qui s'affiche automatiquement. Alors si vous ne voulez pas la voir s'afficher automatiquement, vous avez la possibilité de décocher l'option ici en bas à gauche. Et là, vous avez la liste donc des appareils photo et des objectifs qui ont été utilisés pour certaines photos qui sont dans la source, donc dans ce dossier de départ. Et on peut voir ici, par exemple, en bas, dans mon explorateur de fichiers, dans la vignette là, de cette personne avec un masque, on peut voir l'icône qui indique qu'il y a un module optique qui est disponible au téléchargement. Alors, pour télécharger, il faut une connexion Internet, évidemment. Donc, on clique sur les boutons télécharger, comme ceci. Donc, si vous avez une connexion Internet correcte, eh bien, c'est assez rapide. Et la mise en service est immédiate. Vous n'avez pas besoin de redémarrer le logiciel ni quoi que ce soit. Donc là, a priori, toutes mes photos ont été corrigées. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment ça fonctionne, cette correction optique. Donc je passe dans mon projet correction optique. Alors regardez par exemple cette première image. Très bien, bon, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Rien de spécial. Mais maintenant, regardez si je passe dans l'onglet personnalisé. Ensuite, je passe dans la palette géométrie et regardez, je vais ouvrir la sous-palette distorsion, donc la distorsion qui a été corrigée automatiquement. Donc vous voyez ici, basé sur le module DxO, avec une intensité par défaut de 100%. Et maintenant, regardez, je désactive la correction, voilà, comme ceci. Et vous voyez mon horizon qui se courbe. Voilà, donc c'est ça la distorsion. Et c'est une photo qui vient d'un hybride assez ancien. Et il faut savoir que les hybrides, plus que les réflexes encore,
emploie en interne énormément d'algorithmes de correction optique pour compenser en fait les problèmes techniques qui sont, alors je ne suis pas un spécialiste, mais qui sont peut-être liés au tirage extrêmement court entre l'arrière de l'objectif et le capteur. Ça pose peut-être des problèmes optiques. Et vous voyez ici, on a les coins qui sont sombres parce que eh bien, le champ en fait n'est pas complètement couvert. Donc la correction optique évidemment va recadrer légèrement l'image, mais vous aurez votre horizon qui sera droit et vous n'aurez plus les coins sombres. Et je réactive la distorsion, la correction de distorsion comme ceci. En ce qui concerne le vignettage, alors cette image, elle est corrigée. Alors le vignettage, donc c'est l'assombrissement des bords de l'image. Et là, je fais un double clic sur la sous-palette vignettage, correction automatique avec le module DxO Optics. Maintenant, regardez, je désactive la correction. Vous voyez, donc le vignettage qui est quand même assez marqué sur cette photo. Et vous voyez avec quelle efficacité il est corrigé ici, et ainsi de suite. Donc, on a également, alors, le cas particulier des fisheye, hein, si vous avez une image prise au fisheye et que vous appliquez le module optique et la correction de distorsion, si vous voulez retrouver votre effet fisheye plutôt qu'une image rectilinéaire, ici, eh bien, c'est très simple, vous désactivez tout simplement la correction de distorsion et vous retrouvez votre image fisheye avec ces déformations excessives, comme ceci. Ce que fait le module optique DxO, c'est qu'il optimise également le piqué des images. Alors pour ça, je vais prendre cette photo et je vais zoomer à 100% dans l'image et je vais me placer ici. Donc on voit ces deux personnes là sur la passerelle du paquebot. Alors ça, c'est l'image après traitement avec la netteté de l'objectif, l'optimisation du piqué qui est appliqué à la photo. Maintenant, regardez, je vais cliquer sur comparer, sur le bouton comparer en haut. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir une différence de netteté. Alors je maintiens comparer assez longtemps. Donc on voit que c'est un peu moins défini, que c'est un petit peu plus doux, notamment au niveau des deux personnages. Et regardez, je relâche le bouton comparer. Vous voyez, on récupère de la netteté, mais il n'y a pas d'artefact. Hein. C'est vraiment très subtil et très efficace. On va se promener un petit peu là sur les côtés. Regardez là, ce monsieur là tout seul. Regardez, on le voit bien net avec des détails. Regardez, je clique sur comparer. Vous voyez, donc il est déjà beaucoup moins défini. Je relâche le bouton comparer. Hein, vous voyez vraiment l'efficacité de la netteté de l'objectif de DxO, donc l'optimisation du piqué des images qui va tout simplement homogénéiser la netteté de l'image, sachant qu'en général elle est plus nette au centre que sur les bords. Et là, ce système va vous permettre d'avoir une image bien nette de bord à bord. Donc voilà pour les modules optiques. Alors c'est quelque chose qu'on montre dans chaque webinaire, bien évidemment, parce que c'est quand même l'un des fondamentaux, l'un des piliers de DxO Photolab. Et rien que la fonction de netteté de l'objectif, pour moi, justifie largement l'investissement dans Photolab. Ensuite, on va parler un petit peu d'aberration chromatique, si vous voulez bien, puisqu'on est toujours dans les problèmes optiques. Alors l'aberration chromatique, alors, on va voir ce que c'est notamment avec mon image de fisheye. Alors, je reviens dans l'onglet personnalisé et je vais revenir à l'affichage normal de la photo. Alors, toutes les zones où il y a beaucoup de contraste, comme ici à droite, vous voyez, au niveau du hublot, donc on a les hautes lumières ici avec des parties plus sombres. Regardez, maintenant, je vais zoomer dans la photo à 100% et je vais me déplacer ici. Donc on voit une frange violette à cet endroit, ici une frange rouge. Et si on se déplace dans l'image, on peut voir qu'à certains endroits, il y a encore des franges colorées. Donc ici, le long de la porte coulissante, on a du vert. Ici, on a du violet le long de la poignée, du rouge ici. Par contre, le vert là qui se trouve ici, ça par contre, c'est peint. Hein, donc ça n'a rien à voir avec l'aberration chromatique. On le perçoit aussi dans les aiguilles de l'horloge. Alors,
quelles sont les possibilités de correction de l'aberration chromatique dans DxO Photolab? En fait, eh bien, vous avez de quoi faire. Alors, je vais juste passer voilà dans la palette couleur. Alors, si vous n'arrivez pas à retrouver un outil, je vous rappelle que vous avez maintenant un champ de recherche et des filtres pour filtrer différents types d'outils, les outils favoris, les outils actifs. Et là, je vais chercher tout ce qui concerne l'aberration chromatique. Donc, je vais dans le champ de recherche. Alors ça, c'est avec l'édition Elite de DxO Photolab. Aberration, voilà, vous voyez, j'ai tapé ABE et maintenant j'ai juste la palette aberration chromatique qui est affichée. Et là, l'aberration chromatique, eh bien, elle n'est pas active. Donc, je vais cliquer sur le panneau pour l'activer. On va retourner à mon hublot à droite. Alors, il me reste, alors je vais désactiver, on va voir l'effet avant-après. Donc là c'est quand même assez violent. Donc là, tout n'est pas corrigé encore. On voit toujours des franges violettes. Et si on va vers la gauche, on voit encore un petit peu de vert, un petit peu de rouge. Et bien dans ces cas-là, si la correction de base ne suffit pas, vous pouvez toujours essayer de cliquer sur aberration chromatique latérale parce qu'il existe plusieurs types d'aberration chromatique. Et là, on voit c'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez, je fais on/off, je désactive l'option. Regardez la frange rouge là, ici autour du hublot, et regardez ici le violet. Je clique. Vous voyez, c'est beaucoup moins dense, c'est beaucoup moins important. Et éventuellement, on peut encore cliquer sur frange violette. Vous voyez, donc ça atténue. Alors là, c'est très subtil, vous le verrez peut-être pas, mais ça a pas mal atténué la frange violette qui se trouvait ici. Maintenant, je vais passer de l'autre côté. Regardez, vous vous rappelez là du bord vert de la porte et le rouge autour de la poignée et également dans l'horloge. Regardez, je vais éteindre entre guillemets la correction. Vous voyez, c'est quand même assez spectaculaire. Vous voyez, comme résultat, c'est vraiment très précis. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'aberration chromatique qui se cache vraiment partout. Il faut faire attention. Là, je vais changer de photo. Et là, on peut voir là dans mes branches ici, j'ai des franges violettes. Et je crois savoir dans ces images qu'on a encore pas mal d'aberrations. Alors c'est toujours quand il y a beaucoup de contrastes comme ça. Voilà, je vais désactiver toutes les corrections comme ceci et je vais peut-être zoomer un peu plus dans l'image, comme ça on verra mieux. Voilà. Vous voyez ici là les franges violettes carrément fluorescentes parce que je suis en plein dans le soleil. Alors vous vous dites oui mais c'est pas possible quoi, ça c'est en plus c'est au centre, c'est un objectif bas de gamme. Eh bien pas du tout. Sachez que c'est un objectif qui coûte quand il est sorti qui coûtait plus de 3500 € et les problèmes optiques affectent tous les objectifs, que ce soit des objectifs d'entrée de gamme comme les objectifs haut de gamme. Alors évidemment, les objectifs haut de gamme ont beaucoup moins de problèmes, mais malgré tout, vous voyez, dans des circonstances un petit peu particulières, il y a quand même encore de l'aberration chromatique. Vous voyez, donc là, j'active ma correction sans même avoir à cocher aberration chromatique latérale ou frange violette. Vous voyez, tout a disparu. Je fais on/off comme ceci, et là, on voit bien l'efficacité de traitement des images et ça n'affecte pas du tout la qualité des détails. Alors, étape suivante, maintenant, on va parler un petit peu reparler de traitement de bruit. Alors, je vais retourner dans la photothèque et je vais passer dans mon projet DxO Deep Prime. Alors, je vais remettre mon image à sa taille normale. Je vais commencer par cette photo. Je vais basculer dans l'onglet personnalisé. Et il faut savoir une chose, c'est que DxO Photolab, évidemment, applique une correction de bruit. Donc, comme je vous l'ai expliqué au tout début, lorsque vous appliquez l'autoréglage DxO standard, eh bien le bruit est traité, mais il est traité en mode haute qualité et on n'utilise pas par défaut Prime ou Deep Prime. Alors, je vais revenir à droite ici. Vous voyez, j'ai toujours mon champ de recherche qui est activé avec juste l'affichage de l'aberration
chromatique. Donc, je vais tout simplement cliquer sur la croix pour réinitialiser le contenu du champ de recherche. Donc, je désactive le filtre et on va aller dans la palette détail. Alors, sachez, pour ceux qui connaissent pas le programme, que tous ces panneaux-là, tous ces palettes, vous pouvez les redéplacer, changer l'ordre, les déplacer à gauche, les déplacer à droite, les poser sur un autre écran. L'interface est vraiment hautement personnalisable. Alors, on va aller dans Détail, et dans Détail, on a ce qu'on appelle la palette ou la sous-palette DxO Denoising Technologies. Voilà, et je vais fermer la netteté de l'optique comme ceci, et je vais me mettre en mode standard, c'est-à-dire le mode haute qualité, et vous voyez ici j'ai une loupe qui indique, qui montre en fait un agrandissement, une portion de l'image, et qui indique la correction de bruit. Et comme je suis sur Mac, j'ai la chance de pouvoir cliquer dans cette loupe et de voir l'image avant-après correction du bruit. Vous voyez, alors ça n'est pas sur PC. Je suis désolé pour ceux qui sont sur PC. C'est une particularité du Mac. Alors, il y a quelques petites fonctions comme ça qui diffèrent d'une plateforme à l'autre, mais DxO a quand même fait un énorme chantier pour standardiser au maximum les deux éditions du programme. Sinon, vous allez dans l'image au centre, vous zoomez à 100%, et si vous cliquez sur comparer, vous voyez, vous pouvez voir l'image avant correction du bruit et après correction du bruit. Donc la correction du bruit haute qualité, elle se fait en temps réel, vous la voyez en temps réel dans l'image, elle est déjà très performante, elle fait au moins aussi bien que les meilleures solutions concurrentes, mais vous avez beaucoup mieux que ça. Vous avez Deep Prime, donc Deep Prime qui est arrivé avec DxO Photolab 4 et qui repose sur l'intelligence artificielle, qui repose sur le concept de deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond, qui consiste tout simplement à reproduire le mode de fonctionnement des réseaux de neurones humains. Alors, ne me demandez pas en détail comment ça fonctionne, mais en tout cas, ça fonctionne très bien. Alors, par contre, Deep Prime, donc c'est uniquement pour les fichiers RAW, attention, Deep Prime est exigeant en termes de puissance de calcul. Donc, si vous avez un ordinateur plutôt ancien, traiter une image avec Deep Prime, ça risque de prendre beaucoup de temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous ne pouvez pas voir l'effet de Deep Prime directement dans l'interface de DxO Photolab. Vous pouvez le voir que dans cette petite loupe qui fait 260 pixels de large, et pour voir le résultat sur l'image en entier, eh bien, il va falloir l'exporter et ensuite la réintégrer dans DxO Photolab. On va le faire, comme ça vous pouvez comparer avec l'image master. Donc pour Deep Prime, eh bien, on clique tout simplement sur le bouton Deep Prime comme ceci. Il y a une mise à jour qui se fait au niveau de la loupe, et vous pouvez déplacer évidemment la loupe. Alors il faut cliquer sur ce bouton comme ceci. Vous avez un pavé qui apparaît que vous pouvez placer à un autre endroit de l'image. Vous voyez, donc ici dans la loupe, vous voyez l'image corrigée avec Deep Prime, et les résultats sont assez spectaculaires. Regardez, je vais changer d'image. Je vais vous montrer celle-ci plus particulièrement, parce que vous voyez, les superstructures ici, eh bien, par exemple, lorsqu'on utilisait Prime, il y avait toujours des artefacts qui apparaissaient dans ce genre d'endroit dans les images. Alors regardez, j'ai placé la loupe à cet endroit. Et là, vous voyez, avec le mode Deep Prime, vous pouvez comparer Deep Prime avec le traitement haute qualité qui est affiché en standard. En fait, même quand vous êtes en mode Deep Prime, ce que vous voyez toujours le traitement de bruit haute qualité. Donc, je répète, pour voir l'effet de Prime et de Deep Prime, c'est toujours dans la loupe ou alors en exportant l'image. Mais on va le faire. Et donc, vous voyez que c'est quand même assez étonnant de voir comme le bruit est bien traité. Alors on va passer à une image où il y a peut-être un petit peu plus de détails. Voilà, je vais la placer, ici, par exemple. Bon, là on peut voir que le traitement de bruit haute qualité fait déjà du très très bon travail, mais maintenant avec Deep Prime, on va se mettre à un endroit où il y a du détail, comme ici par exemple. Vous
voyez, donc la loupe se rafraîchit. Regardez, on n'a aucune perte au niveau des couleurs, aucune perte au niveau des détails. Regardez, je clique dans l'image pour montrer l'image avec son bruit et je relâche l'image sans bruit. Donc pour comparer les images, alors le mieux c'est de les exporter. Donc je vais prendre cette photo par exemple. Donc j'applique Deep Prime et je vais cliquer sur export vers disque en bas à droite, comme ça nous permet de faire un tour également dans les fonctions d'exportation. Je vais juste exporter en TIFF 16 bits comme ceci, exporter en TIFF 8 bits, pardon. On va se mettre en 16 bits par exemple, et soyons fous. Destination, on va prendre le dossier de l'image d'origine, et on peut éventuellement rajouter un filigrane, on peut rajouter tout un tas de choses, mais on va simplement faire une exportation simple comme ça avec la correction Deep Prime. Donc maintenant, je clique sur exporter. Donc si je clique sur le petit bouton qui vient d'apparaître, on voit la barre de progression. Alors chez moi, ça va assez vite parce que j'ai une machine relativement puissante. Et après, on va aller au résultat dans l'onglet Photothèque. Alors attention, si vous partez d'un projet, sachez que l'image exportée ne va pas venir automatiquement dans le projet. Donc il faudra retourner dans le dossier d'origine de la photo et rappelez-vous dans les options d'exportation, c'est ce que j'avais choisi. Donc l'exportation est terminée comme ceci. Je reviens dans Photothèque, je clique sur mon dossier et on va tâcher de retrouver mon image. Vous voyez, je retrouve mes copies virtuelles hein, avec l'eau rose et l'eau bleue. Et voilà donc ma photo ici est celle traitée avec Deep Prime. Où est-elle, où est-elle, où est-elle? Pourtant, c'était bien le dossier d'origine. Ah oui, d'accord, excusez-moi, je me suis trompé. En fait, j'ai créé un sous-dossier, voilà, avec cette photo. Alors, écoutez, c'est pas grave. On va revenir, on va recommencer l'opération. Donc, je resélectionne ma photo et je vais choisir le bon dossier. Voilà, il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Donc, export vers disque, dans TIFF, etc. Dossier de l'image d'origine. Et effectivement, j'avais demandé la création d'un sous-répertoire et je ne veux pas de sous-répertoire. Donc maintenant, je refais exporter. Voilà. Donc dès que l'exportation est terminée, je vais retourner dans Photothèque. Alors voilà, on peut se mélanger encore un peu les pinceaux hein, en passant d'un projet à un dossier de Photothèque à personnaliser et retour. Donc si jamais vous recevez un coup de fil pendant que vous travaillez ou que vous prenez une pause café, des fois, des fois on se retrouve où est passé mon image. Alors, donc, je suis dans mon dossier, donc voilà, donc j'ai mon TIFF qui est revenu avec mon image master. Je retourne dans l'onglet personnalisé, donc j'ai mes deux images traitées. Alors, on va donner un petit coup de zoom dans la photo. Donc, regardez à cet endroit-là, ici. Donc, ça, c'est l'image, ça, c'est le fichier RAW uniquement traité en mode haute qualité. Et regardez, maintenant, je prends le fichier TIFF qui a été traité avec Deep Prime au même endroit. Vous voyez la différence qui est quand même assez parlante. Hein. On n'a pas de perte de saturation des couleurs. On a un lissage du grain qui est quand même intéressant, sachant que cette image, oui, on était à 12 800 ASA. Donc voilà, pour Deep Prime, ça marche vraiment très très bien. C'est une technologie qui est très étonnante et qui est très aboutie. Et vous avez devant vous tout simplement le meilleur logiciel de traitement de bruit du marché et même aucun plugin ne fait aussi bien que aucun plugin pour Lightroom par exemple ou Photoshop ne fait aussi bien que DxO Photolab, hein, sachant que DxO Photolab peut être utilisé comme éditeur externe de Lightroom, mais ça vous le verrez si vous revenez me rendre visite mercredi prochain pour le dernier webinaire de l'année. Donc voilà pour Deep Prime. Et maintenant, on va passer à ce qui était censé être un petit peu le
le sujet en fait du webinaire. Que fait-on avec, comment traite-t-on les images sombres? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Eh bien ici on a effectivement une bonne transition. Donc je vais retourner dans ma photothèque et passer dans ce projet ici et je rebascule dans personnaliser. Alors, il y a une chose, puisqu'on parlait de bruit, je vais vous montrer avec cette photo. Donc cette photo, c'est un fichier RAW qui a été traité automatiquement par DxO Photolab, donc avec correction automatique du bruit, etc., etc. Et ça a été pris avec un appareil photo qui est quand même relativement ancien, donc un EOS 5D de première génération. Et vous dites, bon voilà, cette photo elle est un petit peu sombre quand même, le fond est sombre, ici le vêtement est sombre, le côté du visage est un peu sombre et j'aimerais bien un petit peu éclaircir tout ça. Alors d'accord, il n'y a pas de problème, hein, vous pouvez vous servir du Smart Lighting ici dans la palette lumière. Donc on est en mode léger par défaut, donc le Smart Lighting se charge tout simplement de la luminosité, du contraste de vos images en repérant les zones où il y a des hautes lumières par exemple, il va les atténuer, il va essayer de remonter un petit peu les ombres, mais sans excès, hein. Le but, c'est évidemment de ne pas casser l'ambiance de la scène que vous avez photographiée. Alors regardez maintenant, je vais passer sur fort comme ceci pour voir ce que j'arrive à obtenir. Donc effectivement là le Smart Lighting va tout simplement m'éclaircir les parties les plus sombres de l'image, mais maintenant regardez, vous voyez, bien que DxO Photolab fasse correctement son travail de traitement de bruit, vous voyez, si je clique sur le bouton comparer, hein, vous voyez le bruit quand même qui est bien corrigé, mais par contre on a des bandes ici et c'est du bruit en bande et ça c'est extrêmement difficile, c'est typique de certains boîtiers, c'est extrêmement difficile à corriger, voire même quasiment pas possible parce que là on attaque vraiment la structure même de l'image. Vous voyez, si j'éclaircis encore plus cette partie, la tonalité sélective, vous voyez, si je prends les ombres et je les éclaircis encore plus, vous voyez, regardez, vous voyez, bienvenue dans le monde du bruit en bande. Donc, bien évidemment, votre but ici, ça ne va pas d'être une correction d'image où vous allez à tout prix vouloir récupérer des détails dans les ombres. Il faut quand même un petit peu préserver l'ambiance de l'image d'origine. En tout cas, donc moi ce que je ferai ici, par exemple, c'est que je resterai sur le DxO Smart Lighting en mode léger et ensuite avec la tonalité sélective, j'essaierai de récupérer des informations dans le masque ici et également sur le buste. Donc je prends mon curseur haute lumière dans la partie tonalité sélective et je réduis un petit peu la luminosité des hautes lumières et vous voyez, je récupère quand même pas mal d'informations dans le masque. Vous voyez, là, il est quasiment presque blanc et là, je récupère quand même de la matière. Pareil, au niveau du buste, j'ai récupéré quand même un petit peu de matière. Vous voyez, je compare avant et après correction. Par contre, il ne faut pas aller trop loin parce que sinon, au bout d'un moment, on risque aussi d'introduire une espèce de masque gris comme ça, notamment sur ce genre de surface ici, la peau. Alors toujours y aller avec délicatesse. En fait, la technique idéale, c'est vous poussez un petit peu trop les réglages et vous revenez doucement en arrière jusqu'à trouver le point d'équilibre. On va prendre une autre photo du même acabit ici. Vous voyez, donc là, on a donc l'arrière d'un bateau qui est illuminé par ses propres projecteurs, qui est hacké de nuit dans le noir. Et là, évidemment, on va pas non plus chercher à casser l'ambiance en voulant absolument éclaircir les ombres pour récupérer du détail. Même si ici, on n'a pas de banding parce que l'appareil est plus récent et plus évolué technologiquement parlant, mais il n'empêche que si vous poussez un peu trop les réglages, vous voyez, on obtient des résultats qui sont quand même un petit peu hasardeux. Donc, on essaye juste de rehausser les détails
à l'endroit qu'il faut. Et pour cela, éventuellement, vous pouvez vous servir de la retouche locale. Vous voyez, si je passe dans les réglages locaux, voilà, et je fais un clic droit, par exemple, pour sélectionner le pinceau. Alors j'ai un filtre gradué, j'ai le point de contrôle, les points de contrôle, les viewpoints, le masquage auto, mais je prends juste mon pinceau comme ça, hein, et je veux juste éclaircir. Alors je zoome peut-être un peu trop, là, excusez-moi. Je veux juste éclaircir cette partie là du bateau, ou alors tiens, l'arrière de la passerelle. Alors je peins dessus. Alors je le fais grossièrement, hein, par manque de temps, hein. Évidemment, on peut travailler beaucoup plus en finesse que ça, ou utiliser le masque automatique qui va se baser sur les différences de teinte et de contraste. Voilà, alors j'utilise juste le pinceau normal comme ceci, et j'ai mon égaliseur qui apparaît. Et là, je vais légèrement, regardez, je vais légèrement éclaircir, vous voyez, la partie arrière de la passerelle du bateau, et ainsi de suite. Si vous voulez masquer l'égaliseur, vous appuyez sur la touche E. Voilà, ça fait disparaître l'égaliseur. Alors majuscule E, pardon, et je crois que sur PC c'est E. Voilà, comme ceci. Là, vous voyez bien la différence par rapport à avant. Vous voyez, si je désactive cette correction, j'ai une sous-palette réglages locaux, une palette réglages locaux, avec une sous-palette qui s'appelle également réglages locaux, que je vais ouvrir. Et vous voyez ici, j'ai le pinceau. Si je passe le pointeur de la souris sur la ligne pinceau, le masque bleu que vous voyez qui permet d'indiquer l'endroit où j'ai passé le pinceau, justement, va se mettre en branle pour me montrer à quel endroit j'ai travaillé. Et je peux réduire l'effet du pinceau directement dans la palette réglages locaux grâce au curseur opacité. Vous voyez, si je reviens en arrière, eh ben, j'assombris de nouveau. Je me suis dit, tiens, là, 100%, j'ai peut-être un peu exagéré l'éclaircissement pour équilibrer l'image. Et donc, je vais réduire l'opacité pour faire ça. Et sinon, eh bien, vous retournez dans vos réglages locaux directement avec votre pinceau, et avec l'égaliseur, eh bien, vous ajustez tout simplement votre correction. Vous pouvez même rendre plus sombre, et ainsi de suite. Les possibilités sont infinies, et en plus avec un fichier RAW, vous avez une latitude de correction qui est énorme. Autre exemple rapidement. Vous voyez, par exemple, cette image. Alors cette image, il faisait sombre quand je l'ai prise. Alors c'est le à Blaye, hein, c'est le bac qui va de Blaye, donc côté je dis toujours côté France, et de l'autre côté, les petites lumières en face, c'est côté Médoc, donc mon côté à moi. Donc là, j'étais de l'autre côté de l'estuaire, et de nuit comme ça, et je vois le bateau qui arrive. Et je me suis dit, tiens, ça peut faire une photo sympa. Le problème ici, c'est que Photolab, et notamment le Smart Lighting, m'a un peu trop, je trouve, éclairci l'image. Vous voyez, si je compare par rapport à l'image sans traitement, vous voyez, donc ça, c'est ce que j'ai photographié, et j'aimerais bien retrouver ça malgré l'automatisme. Eh bien, il n'y a aucun problème. Ce que vous faites, eh bien, vous allez dans le panneau Smart Lighting, par exemple, et vous prenez votre curseur intensité, et vous le réduisez comme vous le souhaitez, ou même vous pouvez supprimer carrément la correction, ou même carrément éteindre la sous-palette pour retrouver un petit peu l'ambiance qu'il y avait cette nuit-là, j'ai failli dire ce jour-là. Et par exemple, si vous allez dans la sous-palette tonalité sélective, vous avez la possibilité de récupérer plus de textures dans les hautes lumières, ou tout au moins d'atténuer les hautes lumières. Vous voyez, je prends mon curseur haute lumière comme ceci. Et je peux également rendre les ombres un petit peu plus denses, hein, parce que le but, c'est pas toujours de rendre les parties sombres plus claires, hein. On peut vouloir les rendre un petit peu plus denses. Donc, on réduit les ombres comme ceci, ou alors une bonne astuce, et moi je préfère au niveau contraste, c'est prendre le curseur noir comme ceci, et de fixer le point noir à une valeur négative pour retrouver une ambiance nocturne. Et je peux faire un tas de choses ici avec la balance des blancs. Je peux ajuster les couleurs. Avec l'outil TSL, je peux transformer la couleur orange dans le coin droit qui est un petit peu moche. Ici, allez, on va le faire, on a le temps. Donc, je vais dans ma palette couleur, je retourne dans mon outil TSL,
Et là, je vais choisir, ça tombe bien, le canal rouge-orange. Je prends la pipette et je vais sélectionner cette partie ici. Voilà, donc maintenant, vous vous rappelez, commande ou contrôle et je clique dans la DxO Wheel pour voir à quel endroit je vais agir. Alors, tout ce qui est influencé par l'éclairage tungstène du port reste en couleur. Vous voyez, le bateau, il reste majoritairement en couleur, à part la coque qui est bleue. Le ciel, lui, qui est bleu, évidemment, passe en affichage monochrome, ainsi que les flots autour. Et là, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir réduire, par exemple, la saturation de cette partie de l'image. Alors, je risque d'agir également sur le semi-rigide là, de secours qui se trouve à l'arrière du bateau, qui est également orange. Donc, il faudra tout simplement jouer sur la plage de couleurs pour pouvoir éliminer cette partie du bateau, ou alors on peut repasser par les réglages locaux. Vous voyez, je prends saturation. Et donc j'atténue fortement la couleur orangée ici. Alors ça a affecté le bateau aussi, bien évidemment. Je peux également réduire. De toute façon, vous l'avez vu au début de la présentation avec le bateau vu d'au-dessus. Vous voyez, j'arrivais bien à inclure, vous vous rappelez, la bouée rouge dans la correction ou l'exclure complètement. Donc voilà pour de nouveau pour cet outil TSL qui boucle un petit peu la boucle. Donc voilà, vous avez eu un aperçu de DxO Photolab, de ses possibilités, de sa puissance. Alors évidemment, il y a tellement d'outils en 1 heure, on n'a absolument pas le temps de tout voir. Et comme ça fait déjà 1 heure qu'on a commencé, nous allons passer à la session des questions. Mais d'abord, je voudrais vous passer quelques informations. Donc le prochain webinaire sera mercredi prochain, le 23 décembre à 19 heures, où nous parlerons exclusivement du flux de travail DxO Photolab et Lightroom classique, un flux de travail qui est très puissant. Vous verrez que grâce à des options, notamment au niveau du format DNG, on va pouvoir profiter du meilleur des deux mondes. Je vous montrerai ça avec grand plaisir la semaine prochaine. Et sachez également qu'actuellement, tous les logiciels DxO sont en promo à moins 30% jusqu'au 31 décembre inclus. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur le site. Et si vous ne connaissez pas les produits DxO, eh bien sachez que vous avez des versions d'essai qui sont valides 30 jours. Donc voilà pour cette présentation de DxO Photolab. Je vous remercie d'avoir été si nombreux ce soir.